De nombreuses créatures habitent en terre du milieu. Ayant toute leur utilité, certaines sont extrêmement dangereuses. Commençons par le guetteur de l'eau. Bien qu'il ait une adaptation dans les films, le guetteur de l'eau, appelé souvent le guetteur dans les écrits, n'est pas le même que dans les films, simplement parce que personne ne connaît sa véritable nature de cette créature mystérieuse. Et son passé n'a jamais été écrit par l'auteur. Il peut donc être interprété de différentes manières. Le guetteur de l'eau reposa sur les berges de l'étang artificiel, formé par l'un des barrages de la Cyrannone, ruisseau qui s'est formé proche de la porte de Durin. Comme vous le savez, dans le premier opus des films de Peter Jackson, la créature attaque la communauté de l'anneau, devant la porte ouest, également appelée la porte de Durin, pendant que Gandalf réfléchissait pour résoudre l'énigme, afin d'entrer dans les mines de la Moria, le 13 janvier 3019 du Troisième Âge. Boromir jeta un caillou dans l'étang, où la créature dormait, ce qui rompra son sommeil. Cette scène est reproduite par les hobbits Merry et Pippin, réprimandés par Aragorn dans les films. Là, on voit d'abord des tentacules attaquant les membres de la fraternité. Seulement celles-ci sont aperçues dans les livres, et, seulement dans le film, une tête de calmar géant, ou du célèbre kraken de la mythologie nordique, est représentée. Lors de l'attaque, la créature s'en prend en premier au porteur de l'anneau, Frodon Sake. Chose relevée par Gandalf pendant sa discussion avec Frodon une fois rentré dans les mines, et nous ne savons pas si cette créature est réellement unique ou non. Du moment que mon pied a touché cette eau, j'ai senti qu'il y avait là quelque chose d'horrible, dit Frodon. Qu'était cette chose? Ou y en avait-il plusieurs? Je ne sais pas, dit Gandalf. Mais tous les bras étaient guidés par une même intention. Quelque chose est sorti ou a été chassé des eaux sombres, sous les montagnes. Il est des choses plus vieilles et plus ignobles que les orques, dans les profondeurs du monde. Ce n'est pas la seule fois où on entend les récits sur le guetteur de l'eau. En effet, en 1994 du Troisième Âge, l'étang monta jusqu'au niveau des portes, et durant l'expédition de Balin pour la reconquête de Khazad-dûm, le nain Oin, qui l'accompagnait, se fera piéger et dévorer par la créature, comme le relate le livre de Mazarbul, sur le récit de la tentative et l'échec de la reconquête. Livre retrouvé par la communauté de l'anneau dans la chambre de Mazarbul. Passons maintenant à une autre créature sortant des profondeurs du monde. Une parmi les vampires, race plutôt inconnue et vague de l'univers Tolkien. Son nom est Turing-Wetil, qui signifie femme de l'ombre secrète, qui était une messagère de Sauron. Souvent sous l'apparence d'un vampire ailé, probablement un maillard, elle effectuait des allers-retours jusqu'en bande. Nous n'avons que très peu d'informations. Il est dit qu'elle pouvait changer d'apparence, et donc avoir plusieurs formes, tout comme son maître Sauron. Mais la plus connue était celle d'une chauve-souris vampire ailée. Voici le récit le plus connu la concernant du Silmarillion. Celle-ci, comme messagère de Sauron, avait coutume de voler à Angband, sous la forme d'un vampire, et ses grandes mains ailées se hérissaient de griffes d'acier à toutes les jointures. Sa mort est inconnue, mais elle est probablement morte durant le combat de Sauron et Huan, lors de la destruction de l'île de Tol Ingoroth, l'île des loups-garous du premier âge, où Finrod Felangund, frère de Galadriel, trouva la mort durant la quête des Silmarils de Beren et Luthien. Ainsi, après la mort de la messagère de Sauron, Luthien utilisa sa dépouille, prenant son apparence pour tromper Karcharoth et les gardiens d'Angband, alors que Beren avait pris la forme de Droglin. Pour en venir à ce dernier, il est dit qu'il existe un premier loup-garou, seigneur et père de tous les autres loups-garous d'Angband. Probablement ancêtre des wargs et des loups blancs, Droglin issu des loups, des êtres aux crocs et griffes acérées pervertis par Sauron, ayant aussi le savoir de parler. Le nom de Droglin signifie loup bleu. Comme d'autres qui deviennent des loups-garous qui se différencient grandement avec les loups cités ci-dessus, il habite en lui un esprit maléfique envoyé par Morgoth, en usant de magie noire, au cours du premier âge. Il habite sur l'île de Tol Ingoroth, où régnait Sauron. Après l'échec de nombreux de ses compères face à Huan, son maître Sauron l'envoya pour se débarrasser du chien de Valinor, accompagné de Luthien, qui est venu avec ce dernier libérer Beren. Bien que Droglin ait été l'un des loups-garous les plus forts de l'île, il succomba lors de son combat acharné et féroce face à Huan. Ayant à peine le temps de prévenir son maître, Beren se servira de son apparence pour se rendre à Angband, pour tenter de tromper les gardiens,
ainsi que Carcharoth, descendant de Droglin, et le plus grand loup-garou de tous les temps, appelé ainsi la Gueule Rouge, ou Enfoglir, les mâchoires de la soif. Ce dernier était aussi élevé par Morgoth, qui se souvient du destin de Huan. Il choisit un des louveteaux de la descendance de Droglin, et le Valar le nourrit de sa main avec de la chair humaine et elfique, pour qu'il acquiert une force phénoménale qui surpasse celle de Droglin. Lorsqu'il aperçut Droglin, en réalité Beren, qui était déguisé, sachant que son ancêtre était décédé, la situation n'était pas claire pour Carcharoth, et il décida de leur bloquer le passage. Lucienne s'élança vers Carcharoth et l'endormit à l'aide d'un charme. Le loup-garou s'écroula de sommeil. Lors de la sortie de Beren et Lucienne d'Angband, Carcharoth était réveillé. C'est alors que Beren brandit le joyau vers la créature monstrueuse, pensant aveugler la créature, mais cette action provoque une excitation intense sur l'animal, à cause de l'esprit maléfique à l'intérieur de la bête, qui le rend totalement imprévisible. Il arracha la main de Beren contenant le Silmarils. Le joyau lui brûla les entrailles plus profondes de la chair. Rendu fou à cause de la douleur intense, tout en hurlant de douleur, traversa le Beleriand, avec une folie destructrice, causa de nombreux dommages, devenant une vraie calamité en Terre du Milieu aux premiers âges. Beren et Lucienne retournent chez les leurs en Doriath, et le roi élu Thingol lance une traque de l'animal en 466 du premier âge. Le loup-garou qui se sent traqué, et en attendant son heure, il se cacha dans les buissons jusqu'au moment propice où Huan le retrouva. Carcharoth se jeta alors sur le roi, alors que Beren se tenait devant lui. Il se tourna vers ce dernier et réussira à mordre Beren à la poitrine durant le combat. C'est alors que le chien de Valinor, Huan, se jeta à son tour sur le loup-garou, et l'un des combats les plus légendaires de la Terre du Milieu commença. Affrontant symboliquement les Valar et Morgoth, le combat finira par la mort des deux créatures, et ce fut la fin du plus grand loup-garou de la Terre du Milieu. C'est maintenant que nous pouvons décrire Huan, qui réussit, malgré sa mort, à défaire un grand mal en Terre du Milieu. Huan est un grand chien à la taille d'un petit canasson, insensible à la magie avec un odorat hors du commun. Il est sans âge et n'a pas besoin de repos. Appartenant tout d'abord au Valar Oromé, ce Valar était proche de Celeborn, un des fils de Fëanor. Il décida de lui donner Huan, qui l'accompagna à la chasse en Valinor. Il part en Terre du Milieu avec son maître lors de la rébellion des Noldor sous Fëanor. Une grande prédiction se crée autour de Huan, celle qu'il tombe un jour sous les coups du plus grand loup ayant jamais existé en Terre du Milieu. Tout commença lors de la quête des Silmarils de Beren, qui essaya de récupérer un Silmarils de Morgoth pour le rendre à Elhuthingol, pour enfin épouser Lucienne. Beren sera fait prisonnier avec son ami Finron Finangund à Tol Ngoroth. Lucienne, qui décida de partir pour lui porter secours, en plein chemin, Huan sentit Lucienne et la captura en la menant vers son maître Celeborn. Elle fut donc interceptée par Celeborn et Curufin pendant qu'ils chassaient. Les deux frères vivaient en ces temps-ci à Nargothrond. En réalité, Celeborn et Curufin avaient envoyé Beren en pâture, destiné à une mort certaine par Sauron. Les deux fils de Fëanor décidèrent d'emprisonner Lucienne à Nargothrond, selon leur dire, pour sa propre protection, cachant leur véritable intention en secret, un mariage entre Celeborn et Lucienne, pour forcer une alliance avec Thingol, père de Lucienne. Pris de pitié, Huan libéra Lucienne, et pour la toute première fois, il parla, tout en lui indiquant la sortie pour s'échapper. Il l'accompagna à la recherche de Beren et Finrod. Là, sur l'île de Tol Ngoroth, il tua quasiment tous les loups de Sauron, y compris le loup-garou Droglin. C'est ainsi que Sauron se montra, ayant pris la forme du plus grand loup n'ayant jamais existé auparavant pour accomplir la prophétie, dégageant une odeur nauséabonde qui fera écarter peu à peu Huan, à tel point que Lucienne perdra connaissance quand Sauron s'approcha d'elle et fera tomber son manteau sur les yeux de la créature démoniaque qui ne voit plus rien à cet instant. Il donna l'opportunité à Huan d'attaquer. Il cloua Sauron au sol en l'attaquant à la gorge. Ce dernier changea de forme, en serpent puis à sa forme habituelle. Il n'arrive pas à se défaire de Huan, et Lucienne força ce dernier à rendre la forteresse et d'abandonner son apparence, en échange de sa liberté.
ce qui libéra tous les prisonniers, y compris Beren. Une fois Sauron replié, Huan retourna auprès de son maître, et Beren, ainsi que Luthien, retournèrent en Doriath. En chemin, ils croisèrent la route de Celeborn et Corofin, accompagnés de Huan. Les deux fils de Fëanor, exclus de Nargothrond par Orodreth, ils tentent de tuer Luthien par vengeance, mais Huan se retourne contre son maître pour défendre ses amis Beren et Luthien. Les manigances des fils de Fëanor déjouées, c'est Huan qui expliqua son plan pour entrer à Angband, en parlant une deuxième fois, et en repassant à Tol Ingoroth, pour prendre la dépouille du loup-garou Droglin et de la chauve-souris Turingoethil. Grâce à la magie de Luthien, ils entrèrent en Angband déguisés vêtus des deux cadavres. Huan les quitta pour les chasser et ne participe pas à l'entrée en Angband. C'est ainsi qu'on arrive ensuite à la traque de Carcharoth et à la mort de Huan. Mort de ses blessures suite à son combat, donnant une troisième et dernière parole, il donna un adieu à ses amis et mourra en 466 du premier âge, la paume de la main de Beren sur sa tête. Passons maintenant à un orc au troisième âge, Gothmog, portant le nom d'un autre Gothmog, seigneur des Balrogs, et de race inconnue. Nous ne savons pas réellement ce qu'il est. D'après plusieurs interprétations, on retrouve celle où il pourrait être un Nazgûl d'une puissance inégalée, hypothèse cohérente avec son titre de lieutenant de Morgul, lieutenant de la cité des Nazgûl, Minas Morgul. Il pourrait être un homme de renom au service de Sauron, qui a plongé dans l'oubli et dans les ténèbres, ou comme dans les films de Peter Jackson, un chef orc. Quoi qu'il en soit, il en reste un puissant et respecté personnage par les armées de Sauron. Mentionné une seule fois dans le livre Seigneur des Anneaux, le retour du roi, après la mort du roi sorcier d'Angmar, il prend le commandement des armées pour tout le reste de la bataille des champs du Pelennor, et il envoie la réserve de l'armée d'Osgiliath sur les Rohirrim. On ne connaît pas la fin de Gothmog, mais étant donné qu'il n'est pas présent lors de la bataille de la Porte Noire, autrement appelée bataille du Morannon, et que l'auteur lui-même a sous-entendu que les principaux lieutenants de Sauron sont morts lors du siège de Minas Tirith, les films appuient d'ailleurs cet argument, où il a une grande importance par rapport au livre, car dans la version longue, quand Gothmog veut en finir avec Éowyn, Aragorn surgit et lui tranche un bras, avec Imli qui l'achève en lui coupant son affreuse tête. Il est important de noter que dans les films, son physique est hors du commun, ayant toute la partie du corps complètement déformée, de la tête aux pieds, son bras inutilisable, ainsi que sa jambe qui boite. Il est certes peu utile au combat, mais il est présent pour l'aspect stratégique de l'armée de Sauron, comme quand il décide d'envoyer les têtes des cavaliers, hommes d'Osgiliath tués lors de la charge de Faramir, pour inspirer la terreur aux hommes, ainsi que la prise de décision sur les autres orques, sur tout le reste de la bataille. L'histoire des créatures uniques s'achève ici même, et j'espère de tout mon cœur que vous avez aimé cette vidéo. Je vous dis à une prochaine fois, pour des aventures en Terre du Milieu.